Mes amis, ici Captain Hype et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Blowing Theories. Donc voilà, la dernière vidéo sur Breath of the Wild et la timeline Zelda m'a donné une envie folle de parler plus de la timeline. Mon problème, c'est que l'expliquer totalement est quelque chose qui a été fait des tas et des tas de fois. Alors, je propose de faire mieux. Je vous présente la timeline des Zelda améliorée pour les 30 ans de la série. Comme vous le savez certainement, ou pas d'ailleurs, la timeline n'a été créée qu'au 25e anniversaire de la franchise Zelda, ce qui signifie que les jeux n'avaient quasiment aucun rapport entre eux jusque-là, et que, dans sa totalité, la série ne racontait aucune histoire, juste des tas et des tas de péripéties. Vous comprendrez donc que créer une histoire cohérente à partir de ça a dû être très compliqué, et donc qu'il reste des choses à améliorer. Cela signifie que je vais vous présenter la timeline en améliorée de façon à ce que toutes les critiques qui y sont faites soient corrigées et que certains événements qui ne sont que sous-entendus dans les jeux apparaissent. Ah oui, au fait, je vais pas dire spoiler toutes les 2 minutes, donc spoiler sur toute la vidéo. Essayez d'éviter ce que vous voulez éviter vous-même si vous voulez continuer à regarder. Sachez juste qu'il n'y a pas grand chose à spoiler quand même, hein. Les gentils gagnent toujours. Bien, allons-y. Mind Blowing Theories. Ne perdons pas de temps parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je propose qu'on commence par le début du début, l'ère de la création du monde. Avant que toute chose n'existe, 3 déesses apparurent. Din, déesse de la force, Nayru, déesse de la sagesse, et Faror, déesse du courage. La première créa la Terre, la seconde créa les lois de l'univers, et la dernière créa la vie dans le monde. En repartant dans les cieux, les déesses laissèrent une partie de leur pouvoir composé de 3 triangles d'or, un venu de chacune d'entre elles, la Triforce, relique divine se trouvant dans une dimension parallèle, l'éther sacré, capable d'exaucer tous les vœux de celui qui la touche tant que son âme est pure, qu'il œuvre pour le bien ou pour le mal. Elles chargèrent alors une déesse moins puissante de la protection de la Triforce, la déesse Hylia. La timeline officielle saute ensuite totalement 2 époques qui devraient être dissociées de celle de la déesse, ce que l'on pourrait nommer les 2 ères Sheikah, la première prenant vraiment le titre de l'ère des Sheikah. Les Sheikah sont un peuple très ancien d'humains à la magie très puissante et ayant la fâcheuse habitude de tous s'appeler Impa, qui se reconnaissent physiquement par leurs cheveux blancs, leurs oreilles pointues et leurs pupilles rouges. Ils fondèrent une civilisation très avancée comprenant la magie et l'utilisant comme une technologie classique. On le sait car ils sont la civilisation détruite aux ruines visibles dans Skyward Sword, dans le désert de l'Anel, dont les chronolithes portent leur symbole, l'œil Sheikah. En parlant de ce symbole, c'est un œil généralement rouge, comme les leurs, pleurant, surmonté de 3 triangles. Il représente en fait leur rôle. Ils furent choisis par la déesse Hylia pour la seconder dans la surveillance de la Triforce, d'où l'œil surmonté de 3 triangles. Mais l'alarme a une autre signification. Cela pourrait vouloir dire qu'ils ne sont pas satisfaits de leur sort, qu'ils souffrent de leur rôle. Ce qui m'amène à l'ère suivante, encore une fois détachable de l'ère de la déesse donc, l'ère des sombres intrus. Pour vous expliquer, je vais devoir m'appuyer sur un jeu qui arrivera beaucoup plus tard dans la série, Twilight Princess. Il y est expliqué qu'il y a bien longtemps, une partie des humains au grand pouvoir magique, des Sheikah donc, commencèrent à convoiter la Triforce. Et vous le comprendrez, le fait qu'une partie des gardiens de la Triforce se mettent à tenter de la voler eux-mêmes pose un certain problème. Cela causa une véritable guerre civile, chacun voulant la relique pour lui-même. Mais de tous ces individus se battant tous pour eux-mêmes, un groupe se créa tout de même et put triompher en utilisant un objet qu'ils avaient créé, un pouvoir rivalisant avec celui des déesses, le cristal d'ombre. Bien qu'il n'ait pas de nom en français, ils sont nommés Dark Interlopers, soit sombre intrus en anglais. Avec leur pouvoir, ils tentèrent finalement d'atteindre la Triforce, mais ils furent arrêtés par les esprits de lumière au service d'Hylia. Ils scellèrent les sombres intrus, c'est-à-dire la plupart du peuple Sheikah, et leur pouvoir dans une dimension parallèle, le crépuscule. Oui d'ailleurs, à cause de l'effet Link to the Past, habituez-vous aux dimensions parallèles. Il y en a beaucoup. Certains Sheikah, restés fidèles à la déesse, ne furent cependant pas bannis. Une partie d'entre eux ont même probablement évolué en les Hyliens,
un peuple ne possédant pas les pupilles rouges et les cheveux blancs des Chica, mais ayant tout de même des oreilles pointues. Ils fondèrent ainsi la civilisation qui sera suivie dans tous les jeux de la franchise. On peut donc enfin revenir à la timeline dite classique, l'ère de la déesse Hylia. Cette dernière n'avait pas fini de souffrir des attaques de ceux qui convoitent la Triforce, puisque, comme expliqué dans l'introduction de Skyward Sword, un jour sombre, la Terre s'ouvrit, laissant passer une armée de monstres et leur roi, appelé ensuite le Banni. Hylia, ne possédant plus ou presque ses gardes de Chica, dut trouver un moyen de se défendre. Elle commença par essayer de protéger les Hyliens, non pas en construisant un énorme bouclier magique ou en les protégeant par ses grands pouvoirs, non, en soulevant carrément la terre autour de leur seule cité dans le ciel de façon à ce que personne ne puisse les toucher. Elle choisit ensuite un héros, le héros de la déesse, comme mentionné très brièvement dans Skyward Sword, et qui fut ainsi le premier Link et certainement un Chica, puisqu'il ne restait aucun Hylien. Héros que je pense être à l'origine du masque de puissance des fées, ou Oni Link, dans Majora's Mask, d'où les cheveux blancs et les possibles pupilles rouges, bien qu'elles soient de couleur indéterminée. Ensuite, alliés aux espèces du monde, ils repoussèrent le mal et le scellèrent via une épée divine que la déesse avait créée. Hylia décida ensuite d'abandonner ses pouvoirs de déesse pour se réincarner en Hylienne. Le héros en fit certainement de même. De cette façon, si le banni venait à se libérer, elle serait capable d'utiliser la Triforce, ce qui lui était impossible en tant que déesse. Cela nous amène à l'ère du ciel, et au premier jeu. Enfin, Skyward Sword. Contrôle pourri ne répondant pas à part, le héros de la déesse se réincarne en le héros des cieux, un nouveau Link, et la déesse Hylia en Zelda, alors que le banni parvient à se libérer. Ils redescendent des cieux en parachute, non mais vraiment en parachute, et vont le combattre. Link récupère alors l'épée divine et la transforme en épée de légende tout au long du jeu, et il parvient au final à tuer définitivement le démon. Cependant, ce dernier lance une malédiction sur lui et Zelda. Le banni reviendra encore et encore au fil de l'histoire pour enfin prendre le pouvoir divin et les deux héros devront à chaque fois se réincarner pour souffrir à chaque fois du chaos qu'il causera. Après quoi, on pourrait placer l'ère de la création d'Hyrule, qui regroupe l'ère du chaos, l'ère de la prospérité et ce trait, dont je ne comprends pas l'utilité du tout étant donné qu'il n'y a pas de période de battement ici. Les Hyliens redescendent alors tous des cieux, ou presque, puisque certains deviendront certainement les Célestiens. Ils fondent ainsi le royaume d'Hyrule, dont Zelda devient la princesse et crée le temple du temps pour relier les terres sacrées à Hyrule, et donc la Triforce à la famille royale. Le portail entre les deux mondes étant bloqué par l'épée de légende. Se passe ensuite une époque qui n'est mentionnée que dans Minish Cap, l'ère de la guerre du coffre scellé. C'est le nom de guerre le plus nul que j'ai jamais entendu. Alors que le royaume d'Hyrule était tout jeune, les monstres, certainement ceux du banni, se rassemblèrent et l'attaquèrent. Les Minish, de petites créatures magiques venues d'une autre dimension, encore une, et ne mesurant que quelques centimètres, créèrent alors le coffre scellé et l'épée Minish, qu'ils offrirent à la première vraie réincarnation de Link, le héros des hommes. Ils offrirent également aux Hyliens ce qui peut être considéré comme leur équivalent de la Triforce, la Force. Avec ces objets, il enferma les monstres dans le coffre et sauva Hyrule. Depuis, tous les 100 ans, le portail entre le monde des Hyliens et celui des Minish est rouvert et un tournoi de combat est organisé. Le vainqueur peut toucher brièvement les reliques Minish de cette guerre. C'est un détail important puisque vient ensuite l'ère de la Force, l'ère de Minish Cap, où un Minish ayant pris forme humaine, le mage du vent Vaati, va gagner un de ces tournois et va avoir le droit de toucher le coffre scellé. Il va cependant l'ouvrir, libérant tous les monstres et transformer Zelda en pierre. Vaati au passage ressemble aussi énormément à un Chica, affichant souvent leur symbole. Peut-être les Minish sont-ils des Chica ayant évolué après l'ère des sombres intrus. Ou peut-être est-il un descendant de l'équivalent des Chica dans la dimension des Minish, celle-ci fonctionnant alors comme une sorte de miroir de la dimension d'Hyrule. De toute façon, on ne le sait pas et c'est peu important.
Le maître de Vaati, Exelo, fut transformé par celui-ci en chapeau, après avoir été trahi, et aidera Link dans une nouvelle itération que l'on pourrait nommer le héros des Minish. Ensemble, et grâce à l'épée Minish, reforgée en l'épée de 4 tout au long du jeu, capable de diviser son porteur en 4, donc, par les Minish, ils vaincront Vaati et le scelleront avec l'épée. Plus tard dans cette même ère de la Force, Zelda, protectrice du sceau bloquant Vaati, va ressentir qu'il y a un problème avec l'épée. En effet, le mage du vent s'est libéré et l'enlève. Le nouveau Link, ici ce que l'on pourrait nommer le héros de 4, va prendre l'épée de 4 et se diviser en 4, c'est assez redondant à la langue. Il va ainsi sauver Hyrule. Vaati sera à nouveau scellé avec l'épée de 4. Vient ensuite le moment de l'époque la plus cruciale de la timeline officielle, l'ère du héros du temps. Elle commence avec un événement très peu mentionné, et ce uniquement dans Ocarina of Time, la légendaire guerre d'unification d'Hyrule. Voyez-vous, avant cette époque, le monde était composé de plusieurs états, celui des Iliens, le royaume d'Hyrule, celui des Sheikah, le royaume de Cocorico, ce nom de merde, celui des Gerudo, le royaume du désert, celui des Kokiri et de l'arbre Mojo, la tribu Kokiri, celui des Gorons, le clan des montagnes, et celui des Zora, le domaine Zora. Avant la guerre, les relations étaient les suivantes. Les Gorons, les Zora et les Iliens étaient alliés, les deux derniers allant même jusqu'à se partager pacifiquement le lac Hylia. Les Kokiri étaient totalement neutres, mais amicaux avec tous les peuples. Les Gerudo étaient laissés de côté, la particularité de leur peuple étant qu'un homme ne naît que tous les 100 ans chez eux. Ce qui est totalement inouï, mais les femmes avaient donc l'habitude d'aller chercher un mari chez les Iliens. Ils avaient de plus une culture et une religion bien différentes. Ils étaient donc plutôt mal vus et voyaient mal les autres, possédant eux-mêmes une tradition très guerrière. Les Sheikah, tant qu'à eux, étaient toujours au service de la déesse, ou de ses descendants du moins, c'est-à-dire la famille royale d'Hyrule. Mais c'était sans compter sur la larme Sheikah. Il semblerait qu'un courant de pensée fit son apparition au sein de Cocorico et divisa les Sheikah en deux. Les loyalistes, dirigés par Impa, au service des Iliens, et les patriotes, dirigés par Bongo Bongo, le détenteur d'une magie très puissante et de l'œil de vérité, contre les Iliens et cherchant à obtenir leur propre souveraineté. Rapidement, un conflit commença. Les patriotes Sheikah, la majorité des Sheikah semble-t-il, s'allièrent aux Gerudo alors que les loyalistes Sheikah restèrent sous les ordres des Iliens eux-mêmes, alliés aux Gorons et aux Zora, formant l'Union. Le conflit dura longtemps et fut extrêmement sanglant, d'où les Stalfos dans les plaines d'Hyrule et le possible génocide des Sheikah par les Iliens dans le Temple de l'Ombre, dans Ocarina of Time. Au final, l'Union put vaincre l'alliance Sheikah-Gerudo. Ainsi, en punition pour les avoir vaincus, et en accord avec ses alliés, le royaume d'Hyrule unifia les États autour de sa couronne, mais en laissant une certaine souveraineté aux vainqueurs. Le royaume d'Hyrule était uni. Mais ceci n'est que le début de cette ère, que je vais un peu modifier par rapport à l'original évidemment, et raconter en plusieurs parties, vous allez voir. Le reste de cette époque se divise en deux, l'ère de Link enfant et l'ère de Link adulte. En fait, c'est à cette époque que le banni va enfin faire son grand retour sous la forme du roi Gerudo du nom de Ganondorf. Celui-ci convoitera le royaume nouvellement unifié et la Triforce. Durant la guerre d'unification, une femme avait confié son enfant dont le père était mort au combat à l'arbre Mojo. Les bois étant un territoire neutre dans le conflit, mais qui aurait accepté les résultats quels qu'ils soient. Cet enfant allait grandir au sein des Kokiri et devenir Link, le héros du temps. Alors que le fait que Ganondorf soit un homme maléfique devient de plus en plus évident, Link part dans sa quête de récupération de l'épée de légende. Une fois qu'il est enfin capable de la sortir de son piédestal, il est envoyé dans le Temple de la Lumière au sein des terres sacrées pendant 7 ans, car il est trop jeune pour porter l'épée de légende. Ce qui ne fait aucun sens vu que des Link plus jeunes la porteront aussi, mais bon... Cependant, il ouvre ainsi parallèlement le portail vers le reste des terres sacrées et vers la Triforce. Ganondorf traverse alors ce portail et va s'emparer de la relique divine. Mais il ne possède pas un cœur pur, comme le voudrait la légende. La Triforce est donc divisée en 3.
Il obtient la partie qui lui correspond le mieux, la force, alors que les deux autres parties vont à ses opposants de toujours. Link obtient le courage et Zelda la sagesse. Le but de Ganondorf est alors évidemment de récupérer les deux parties qui lui manquent. Il commence par prendre la totalité du royaume d'Hyrule pour en faire le sien. Au bout des 7 ans, Link, maintenant adulte, part vaincre Ganondorf, aidé par Zelda déguisé magiquement en Sheik, un Sheikah, et par 6 autres sages qu'il libère pour atteindre le roi du mal. Alors qu'il croit enfin l'avoir vaincu, dans un grand combat, celui-ci se relève de la destruction de son château, et se transforme en Ganon, le monstre sanglier géant, grâce à sa partie de la Triforce. Link réussit enfin à le vaincre et Hyrule semble en paix. Il va alors, avec l'aide de Zelda, retourner dans le temps 7 ans en arrière pour pouvoir vivre la vie qui lui a été volée. En partant, il semblerait qu'il ait laissé son morceau de la Triforce, mais qu'il ait immédiatement obtenu celui de son époque à lui en revenant dans le temps. Bon, c'est bizarre, je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Il faut bien comprendre que sans ça, il y aurait duplication de la Triforce. Donc, dès que Link voyage dans le temps, il perd la Triforce qu'il avait en tant qu'adulte et récupère celle de l'époque où il est enfant. Cependant, lui non plus n'ayant pas une âme totalement et entièrement pure, la Triforce est dévisée sans même que quelqu'un s'en approche. Dans l'ère de Link adulte, l'histoire continue. La reconstruction du royaume est alors mise en place, en particulier la construction d'un nouveau château. Vient ensuite ce que la timeline officielle appelle l'ère sans héros, et que je vais totalement transformer en l'ère avec un héros. Non, je déconne, on va l'appeler l'ère de la grande inondation. Mais l'idée est là quand même, parce que non, je ne suis pas d'accord, il y a eu une incarnation de Link à ce moment de l'histoire. Et nous l'appellerons le héros de la grande inondation. Vous allez me dire, Mais il ne peut pas y avoir de héros. Le héros du temps n'a pas eu de descendant en tant qu'adulte. j'y viens. Déjà, vous n'avez pas de preuve qu'il en a eu en tant qu'enfant, mais bon, on va dire que si, passons. Donc, durant cette époque, Ganondorf réapparaît. Il est dit que personne ne put l'arrêter, le héros du temps ne réapparaissant pas, ce qui est logique. Et notez bien qu'il est dit héros du temps et non héros tout court. C'est très important. Les Iliens, le roi d'Hyrule certainement, furent obligés d'en appeler au pouvoir des déesses, la Triforce, pour sceller le mal, en inondant la quasi-totalité du royaume. Ce qui le scella et Ganondorf avec. Bien, que dit le banni exactement dans sa malédiction dans Skyward Sword ? Il dit qu'elle s'applique à ceux qui possèdent le sang de la déesse ou l'esprit du héros, et non le sang du héros aussi. Ce qui signifie qu'un héros est forcément apparu, c'est la règle, c'est tout. Même si elle n'était pas encore établie dans Wind Waker, il faut considérer que maintenant on considère que les développeurs le savaient. Bien qu'ils le savaient pas. Ou peut-être qu'ils le savaient, mais... Bon, voilà. Et donc je propose cela. Et s'il était apparu, et que personne n'avait accepté qu'il était le héros ? Après tout, la légende montre que les Iliens, le roi le premier, attendaient spécifiquement le héros du temps et non un autre. Et on le ressent aussi dans l'attitude que le roi d'Hyrule a avec le héros de Wind Waker, mais on y reviendra. Quelles sont mes preuves sur le fait qu'il y ait bien eu un héros ? Eh bien, les sages. Seul le héros peut réveiller les sages. Or, on voit bien l'esprit du sage de l'eau et du sage de la terre, une Zora et un Kokiri, races disparues après la grande inondation. Donc ils ont été réveillés avant, mais ce ne sont pas les sages d'Ocarina of Time. Il y a donc eu un héros entre deux. Étant donné que ces deux sages ont été tués par Ganondorf, on en déduit que le héros a dû être finalement vaincu par ce dernier. Il y a donc bien eu un héros de la grande inondation. Mais il a malheureusement échoué, ce qui compromet le fait qu'on ait un jour un jeu sur lui. Il n'empêche que ce serait bien de l'ajouter sur la timeline. Suite à la grande inondation, seuls les plus hauts points forment des îles dont les habitants oublient petit à petit l'existence d'un royaume sous les flots. C'est l'ère de la Grande Mer. Mais sur une petite île, la légende se perpétue. C'est là que naît le prochain Link, le héros des vents. Zelda, tant qu'à elle, naît au milieu d'un groupe de pirates et est surnommée Tetra.
alors que Ganondorf réussit à atteindre la surface. Il enlève alors toutes les Hyliennes, dont la sœur de Link, en espérant trouver Tetra. Le héros va alors être accompagné du Lion Rouge, qui s'avère être le roi d'Hyrule transformé magiquement en bateau, et ensemble, ils vont repousser Ganondorf jusqu'à l'ancien royaume et le provoquer dans un dernier combat pour, au final, inonder définitivement Hyrule avec Ganondorf et le roi. Durant la prochaine ère, l'ère du Grand Voyage, dans Phantom Hourglass, les mêmes Link et Tetra vont partir dans un grand voyage pour fonder un nouveau royaume d'Hyrule sur un nouveau continent. Ils vont cependant rencontrer le roi des mers qui va les faire halluciner sur une aventure qui va leur arriver. Ils finiront donc par fonder le nouvel Hyrule. Et c'est donc dans ce nouveau royaume d'Hyrule que va se dérouler la dernière époque, l'ère de la Renaissance d'Hyrule, où la technologie ferroviaire est devenue très importante pour les humains. Link, héros des trains, va vaincre le démon Malard, qui est possiblement une nouvelle incarnation du banni, de façon à protéger le royaume. On imagine ainsi que le nouveau royaume d'Hyrule pourra prospérer sur la suite de son histoire. Bon, ça c'était pour la fin cool. J'ai cependant zappé la moitié des événements. Comment ? Avec le voyage dans le temps. Alors, revenons à Ocarina of Time. Je vous ai dit que je traiterais cette époque en plusieurs parties. Donc, Link est revenu 7 ans en arrière. Possédant maintenant la Triforce du Courage, il va prévenir la famille royale de ce que Ganondorf va faire, la Triforce lui donnant une preuve, ce qui va prolonger l'ère de Link enfant, puisque le héros va partir dans la dimension parallèle de Termina, qui est menacé par sa lune qui lui tombe dessus dans Majora's Mask, où Link doit sauver ce monde en 3 jours, en revenant encore et encore dans le temps. De cette aventure dans Termina, il va revenir en plein milieu d'un autre événement, la guerre d'emprisonnement. Suite aux révélations sur le roi Gerudo, une nouvelle guerre va en effet éclater, le royaume uni d'Hyrule contre les Gerudo et les monstres du mal. Ces derniers auront longtemps l'avantage, allant jusqu'à détruire le Temple du Temps, la capitale et le château d'Hyrule, qu'on voit tous en ruine dans Twilight Princess. Mais après s'être exilés dans le nord, les dirigeants du royaume d'Hyrule vont nommer 7 anciens comme sages. Ces sages ne sont pas les mêmes que ceux d'Ocarina of Time. Et reformer un ordre de chevaliers, dont Link fera partie et sera le meilleur combattant. Ils repousseront ainsi le mal en combinant leurs forces, le héros y perdra même un œil. Les sages sont ensuite chargés de tuer Ganondorf et tous les Gerudo. Mais ils ne parviennent pas à se débarrasser du roi des voleurs, et l'un d'entre eux va y perdre la vie. Ils décident donc hâtivement de l'envoyer dans le crépuscule grâce au portail tout proche. C'était une grosse erreur, puisque cela amènera beaucoup plus tard à l'ère du crépuscule et à Twilight Princess. Dans le crépuscule, Ganondorf rencontre les Twili, c'est-à-dire les anciens sombres intrus ayant évolué, mais dont le symbole n'a pas beaucoup changé. Le prenant pour un dieu, Xanto, un Twili, va prendre le pouvoir pour lui et orchestrer une invasion d'Hyrule. Link apparaît à nouveau sous la forme du héros du crépuscule, grâce à la Triforce du Courage, qui lui a été transmise par son ancêtre le héros du temps. Il est capable de survivre dans les zones de crépuscule que Xanto créait au sein d'Hyrule, en se transformant en loup. Aidé par la princesse du crépuscule, Midona, et les apprentissages de son ancêtre sous forme d'esprit, il va reformer le cristal d'ombre et vaincre Xanto, puis Ganondorf avec l'épée de légende, une bonne fois pour toutes. Beaucoup placeraient ensuite Force Words Adventures, mais je pense qu'il irait mieux autre part. Petite précision d'ailleurs, c'est là que je placerais personnellement les prémices de Breath of the Wild, puis 100 ans plus tard, Breath of the Wild lui-même. Mais rien de sûr, donc c'est tout pour cette timeline. Alors, où placer le branchage vers la dernière timeline ? L'actuel placement qu'il a est la chose la plus critiquée dans la timeline elle-même. Le fait qu'on accepte une des morts de Link comme canon n'a absolument aucun sens. C'est donc la première chose à modifier. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de baisser le trait d'un jeu. Et hop, ça y est, c'est réparé. Pourquoi ? Facile.
Vous vous rappelez, j'ai dit que Link finissait par sauver Termina dans Majora's Mask en remontant le temps jusqu'à y arriver. Mais que se passe-t-il à chaque fois que Link remonte le temps? Un branchage, parce que lorsqu'il fait ça, il fait comme à la fin d'Ocarina of Time. Il disparaît totalement de la timeline. Ainsi, il s'en va, mais la lune tombe tout de même sur Termina, et donc il ne revient pas dans Hyrule et n'aide pas à la victoire du royaume d'Hyrule sur Ganondorf. Décidément, ce héros aura créé les plus gros problèmes du monde en voyageant dans le temps. Pas comme un autre qui ignore totalement les conséquences. Il est donc fort probable que les Iliens aient tout de même repris le dessus sur les Gerudo, mais plus lentement, et que les forces du mal aient eu le temps de rentrer dans les terres sacrées pour s'y réfugier. Les 7 sages auraient alors refermé le portail, bloquant le mal dans les terres d'or qui deviendrait le monde des ténèbres. Et donc on arrive, naturellement, à l'ère de la lumière et de l'ombre, celle du dernier héros, bien que ce soit pas le dernier, mais bon. Et à A Link to the Past. Ganondorf, devenu Ganon avec la Triforce de la Force, essaie de revenir dans le royaume d'Hyrule, mais est arrêté par Link, aidé des 7 descendantes des 7 sages, qui l'en empêchent et le tuent. Il part ensuite sauver 2 autres dimensions, Holodrum et Labrina, dans Oracle of Seasons et Oracle of Ages, où Ganon est ramené à la vie. Il fait ensuite un rêve, possiblement à cause du roi des mers, dans Link's Awakening. Et c'est là que personnellement, je placerai Four Swords Adventures et l'ère de l'obscurité. Pourquoi? Parce que le monde est le même que dans A Link to the Past, tout simplement. Donc ça n'aurait aucun sens de le placer après Twilight Princess, aussi longtemps après que vous le voudriez. Vaati s'échappe à nouveau de son sceau et enlève les 7 descendantes des 7 sages, qui sont donc les 7 descendantes des 7 descendantes des 7 sages. C'est bon? Juste pour voir si vous suiviez. En plus, Ganon est de retour. Le héros de la lumière va donc prendre l'épée, se diviser et combattre les 2 plus grands ennemis du royaume d'Hyrule. Il va finalement tuer les 2 monstres et remettre l'épée de 4 sur son piédestal. Commence alors le dernier âge d'or d'Hyrule, l'ère d'or, avec A Link Between Worlds et le nouveau héros d'Hyrule, qui va devoir protéger son royaume de l'invasion de la dimension parallèle miroir d'Hyrule, l'Horule. La princesse de l'Horule, Hilda, désire récupérer la Triforce d'Hyrule pour remplacer la sienne, qui fut perdue un certain temps avant les événements du jeu, pour empêcher le mal de s'en emparer. Après que le mage d'Hilda, Yuga, ait décidé de ramener Ganon à la vie et de fusionner avec lui, Link le vainc et le héros et Zelda vont finir par faire le vœu, avec leur Triforce, d'en redonner une à l'Horule. Après ce jeu, ce même Link part dans un autre royaume, Estof, fondé sur la mode, et où la princesse s'est fait enfermer dans des vêtements très laids. Oui, c'est un problème qui requiert le héros de la déesse. Par cette femme, du nom de Sister Lady. La question que beaucoup de monde se pose, c'est Pourquoi il y a 3 Link et pas un? Lequel est le vrai? est-ce que vous êtes bête? Aucun d'entre eux n'est exactement comme le nouveau héros d'Hyrule, ça se voit. Non, pas parce qu'aucun d'entre eux n'est le héros. Arrêtez d'être débile s'il vous plaît. Mais parce qu'ils le sont tous. L'épée de 4, ça vous dit quelque chose? On en a parlé il y a 2 minutes. Mais ils sont 3! Le voilà le 4ème. La vraie bonne question aurait été de savoir comment il l'avait sorti du cristal. Ce sur quoi je n'en ai aucune idée à part que ça doit s'abîmer les cristaux, j'imagine. Il finit donc par rendre le bonheur à Estof et à ses habitants. Pendant ce temps, dans Hyrule, à la fin de l'ère d'or, la Triforce devient un outil de la famille royale pour le bien commun. Le royaume d'Hyrule vit alors le plus grand de ses âges d'or grâce au roi d'Hyrule du moment. Mais cela ne dure malheureusement pas bien longtemps, puisque le roi meurt et que son fils peine à récupérer à nouveau la Triforce. Cela se suit de l'ère du déclin et du premier jeu où le dernier héros connu, qui fut aussi le premier étonnamment, le héros d'Hyrule, oui pas de commentaire sur le fait que le héros d'Hyrule vienne après le nouveau héros d'Hyrule, on se calme. Celui-ci va faire face à Ganon, qui a réussi à faire un retour fracassant en prenant le contrôle de tout le royaume juste après sa résurrection. Il possède alors la Triforce de la Force,
celle du courage étant perdue et celle de la sagesse étant séparée à travers les différentes places fortes d'Hyrule, qui œuvrent de donjons. Link doit donc retrouver la Triforce de la sagesse pour détruire le mal une dernière fois. Suite à cela, le royaume d'Hyrule est remis en place. Mais quelques années plus tard, le prince désire toujours mettre la main sur le dernier morceau de la Triforce de façon à faire revivre à Hyrule l'ère d'or. Mais seule sa sœur, Zelda, sait où se trouve la Triforce du courage et elle refuse de le dire à son frère. Peut-être parce que celui-ci est au fond plutôt maléfique. Ce qui se voit dans sa réaction puisqu'il envoie alors, aidé d'un sorcier, un maléfice sur la princesse, ce qui la plonge dans un sommeil éternel, puis le prince s'éclipse totalement. Pour la réveiller, Link devra de lui-même trouver la Triforce du courage, mais les sbires de Ganon pensent alors pouvoir ramener leur maître à la vie avec le sang du héros. Il faudra donc qu'il fasse très attention. Au final, il sauve une dernière fois Hyrule en réveillant la princesse et en lui confiant la totalité de la Triforce. On peut penser que se déroule ensuite un nouvel âge d'or, qui se suivra peut-être éventuellement par le déclin du royaume parce qu'il a beaucoup subi jusque-là. Et ainsi se termine la timeline, de ce côté-là du moins. Je suis extrêmement pressé de voir où Breath of the Wild entre en jeu et je ne peux attendre pour y jouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, Captain Hype, out.